Bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce samedi. Plus de 2 ans après la visite historique du président français Emmanuel Macron au Rwanda, les relations bilatérales entre les deux pays se concrétisent de plus en plus par une présence accrue des investisseurs français au Rwanda. Au sommaire également, la diaspora congolaise au Rwanda se félicite d'une parfaite intégration dont elle jouit au Rwanda malgré les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Ouverture de la 44e conférence ministérielle de la francophonie à Yaoundé au Cameroun par la secrétaire générale de la francophonie et par le Premier ministre du Cameroun. Pendant 2 jours, les ministres et représentants réunis vont donc avaliser des décisions et documents d'ordre politique, programmatique et administratif et financier pour ouvrir le cycle 2024-2027 de l'OIF et débattre autour du thème « Bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones ». Plus de 2 ans après la visite historique du président français Emmanuel Macron au Rwanda, les relations bilatérales entre les deux pays se concrétisent de plus en plus par une présence accrue des investisseurs français au Rwanda. Le point avec Jean-Damascène Manchim. Fin mai 2021, le président français Emmanuel Macron foule le sol rwandais. Une visite historique qui est intervenue après plus de 2 décennies de relations plutôt timides entre la France et le Rwanda. À Kigali, le président Emmanuel Macron, tout comme son homologue rwandais Paul Kagame, avait annoncé une page nouvelle dans les relations de coopération entre le Rwanda et la France. Nous avons commencé à cheminer ensemble. Nous avons décidé de reprendre la voie de la coopération, du dialogue, sans rien occulter des difficultés que nos deux pays ont pu traverser. Nous avons décidé, dès le printemps 2018, de donner le signal d'un rapprochement entre nos deux pays, guidés par la même volonté de regarder en face notre histoire, mais de construire aussi l'avenir pour les jeunes générations. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin avec la signature de la déclaration d'intention conjointe. Nous avons en effet décidé de porter à des niveaux inédits notre aide au développement. Ce sont 500 millions d'euros qui seront engagés sur la période 2019-2023 autour des grandes priorités de notre dialogue avec le Rwanda, en particulier la santé, le numérique, la francophonie. Les promesses du président français se sont vite concrétisées par le soutien de son pays dans la formation professionnelle, avec l'ouverture à l'école polytechnique de Tumba au nord du Rwanda d'une branche de la mécatronique pour accompagner la vision du Rwanda de créer environ 1,5 million d'emplois à l'horizon 2024. À part l'enseignement technique et professionnel, une coopération française dans le domaine de la santé est aussi importante, avec notamment l'ouverture du centre IRCA d'Africa, récemment ouvert dans la ville de Kigali, pour le bien non seulement des Rwandais, mais aussi de la population africaine en général. C'est quelque chose de très important pour notre pays, mais pas seulement pour le pays, pour l'Afrique. Parce que ça va relever le niveau de formation et plus on relève le niveau de formation de nos chirurgiens, ça va aussi relever le niveau de soins de santé dans nos hôpitaux et plus on a le meilleur soin de santé dans nos hôpitaux, c'est-à-dire on va relever aussi la santé de nos populations. Je crois que c'est quelque chose comme un boomerang. Donc ça vient et ça crée un effet de collatéral qui sont tous bénéfiques. Santé toujours, la France et le Rwanda viennent de signer un accord de prêt d'un montant de 75 millions d'euros pour financer la réhabilitation et l'acquisition d'équipements de l'hôpital de référence de Ruhengeri au nord du Rwanda, comme l'indique l'ambassadeur de France au Rwanda. La contribution donc de l'AFD, c'est 75 millions d'euros, essentiellement sous forme de prêts.
Et ce qui est important par rapport à d'autres hôpitaux qui peuvent être construits dans ce pays, c'est qu'en fait c'est le RBC, donc c'est l'opérateur du ministère de la Santé, qui va être vraiment responsable du design et de la construction. C'est-à-dire que c'est pas un hôpital qui existe déjà en France et qu'on plaque à Moussanzé. Il y a certains pays qui procèdent comme ça. Alors évidemment du coup les constructions vont plus vite, mais elles sont pas forcément toujours très adaptées. C'est quelque chose vraiment qu'on va concevoir ensemble et qui du coup devrait répondre parfaitement aux besoins de la population et de la région. Outre le domaine de la santé, les investisseurs français sont également présents dans l'habitat, avec un exemple la société Imara Properties qui intensifie la construction de logements dans la ville de Kigali. Dans l'environnement, la Banque rwandaise de développement a signé un accord de prêt de 20 millions d'euros avec l'Agence française de développement qui sera utilisé dans des projets destinés à la protection de l'environnement au Rwanda. D'une part, un financement à l'économie qui est essentiel dans un pays comme le Rwanda, avec des entrepreneurs qui ont besoin d'avoir de l'argent, si possible avec des taux d'intérêt pas trop élevés, mais enfin ça c'est aussi assez compliqué. Et aussi donc ça vise à financer effectivement des projets qui permettent au Rwanda de remplir ses objectifs en matière d'adaptation au changement climatique, de réduction notamment des gaz à effet de serre, de l'empreinte carbone, etc. Et c'est d'autant plus essentiel que votre pays est très affecté par les aléas climatiques. On l'a vu récemment avec ces inondations catastrophiques qui ont eu lieu de mémoire au mois de mai là, du côté de Rubavu. L'investissement français dans le secteur hôtelier est aussi significatif. Le cas le plus récent est l'annonce d'un investissement de plus de 500 millions de dollars américains dans les infrastructures hôtelières au Rwanda et dans la sous-région par Accor Group. On est en train de travailler sur un bateau, sur le lac Kivu. D'ailleurs, le bateau il est prêt avec le groupe Mantis et des investisseurs ici rwandais. On a ouvert 3 hôtels Mantis aussi ici. On va probablement reprendre l'hôtel Umubano, qui était l'ancien hôtel, et puis Méridien, qui va devenir un Movenpick. Et puis on ne va pas s'arrêter là. Donc Accor a mis un fonds d'investissement avec Casada. Il y a beaucoup d'argent, il y a 500 millions de dollars pour investir justement dans une infrastructure hôtelière au Rwanda et dans les pays limitrophes. Donc ça va peut-être prendre 20 ans. Je sais le risque que je prends. Ça va peut-être pas être tout à fait rentable. Mais c'est pas grave, on a besoin de faire ça pour ce continent, comme on l'a fait d'ailleurs pour l'Amérique latine. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous allez me revoir très vite. Les observateurs estimaient que les investissements français pourraient se multiplier davantage dans le pays suite à la détermination affichée des deux présidents de renforcer les relations entre le Rwanda et la France, appuyée aussi par la détermination du Rwanda d'assainir davantage le climat des affaires dans le pays. La diaspora congolaise au Rwanda se félicite d'une parfaite intégration dont elle jouit au Rwanda malgré les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Elle invite les populations de la sous-région à lutter contre les discours de haine propagés par les mauvais politiciens. Jean-Damascène Manichimé nous en dit plus. La petite barrière, une frontière séparant les villes de Goma en République démocratique du Congo et de Gisenyi au Rwanda, l'une des plus utilisées dans le monde. Avant la pandémie de Covid-19 et la détérioration des relations entre le Rwanda et la RDC, on estimait à plus de 55 000 les passages journaliers de part et d'autre. Cependant, depuis la reprise de la guerre à l'est de la République démocratique et du Congo, ces mouvements se sont réduits et de nombreux Rwandais qui traversaient la frontière pour faire des affaires à Goma n'osaient plus faire des déplacements, craignant pour leur sécurité. Par contre, les Congolais vivant au Rwanda se félicitent de leur pleine intégration dans la société rwandaise, comme l'indique le président de la diaspora congolaise au Rwanda. L'intégration des Congolais au Rwanda, c'est toujours dit, c'est pas la première fois. Elle est bonne, elle est parfaite. Elle est bonne, elle est parfaite dès lors que nous vivons dans un pays où nous ne sommes pas discriminés. L'intégration est tout à fait bonne. Chacun fait son travail. Oui, le matin quand je me réveille, super, comme un grand tape-là. Ce sentiment de satisfaction est partagé aussi par d'autres Congolais comme Pita Bokanga et bien d'autres qui interviennent dans le domaine de l'éducation. Depuis que je suis au Rwanda, ça se passe bien. Le gouvernement rwandais m'a engagé parce que le lycée de Kigali, c'est une école de l'État. Je suis arrivé comme professeur de chimie, on m'avait engagé. Donc il n'y a pas de problème et jusqu'à présent, même si je ne suis plus dans le secteur public, je suis dans le secteur privé mais toujours dans l'éducation,
Je travaille très bien. Par exemple, vous voyez, cette école est une école nouvelle. Le gouvernement nous a aidés à trouver tous les documents possibles pour que l'école ouvre ses portes. Donc pour dire que nous ne sommes pas inquiétés, nous sommes bien avec le gouvernement, ça nous protège bien. Dans le cadre social, il n'y a pas de problème parce que je vous ai dit que depuis 2006, je suis ici. Et il n'y a pas de problème, je n'ai jamais été arrêté, on ne m'a jamais interpellé. Je suis marié ici parce que je suis venu de chez moi, j'étais célibataire. Je suis marié ici avec 4 enfants, donc dans la société je suis bien intégré, voilà, pas de problème. Entre nous les peuples, nous sommes bien. Voilà pourquoi nous œuvrons ici, nous travaillons, nous faisons des business, des activités différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité et personne ne nous dérange. Le président de la diaspora congolaise au Rwanda lance un appel aux populations de la sous-région pour lutter contre les discours de haine prônés par ceux qu'il appelle des mauvais politiciens. Nous sommes sur les réseaux sociaux, dans les médias, nous voyons, c'est vrai, le message de haine, c'est devenu, je dirais, la mère des batailles de politique pour assouvir leur soif. C'est devenu le cheval de bataille de beaucoup de politiciens en fait, dans la région pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils veulent. Et là, le seul message que j'ai toujours passé, c'est celui que je vais encore dire, c'est-à-dire j'interpelle beaucoup plus la population en disant que, ou les peuples, parce qu'il n'y a pas une seule population, c'est beaucoup de populations. Il y a les Ougandais, il y a les Burundais, les Tanzaniens, il y a les Rwandais, il y a les Congolais. Je veux dire que ces politiciens, ils sont passagers. Nombreux d'entre eux, ils nous ont rencontrés et ils vont passer. Le message que moi je passe, il ne faudra pas que les gens tombent dans ce piège-là. Nous sommes frères. Ce sont les limites qui se perdent au pays. Mais en soi, nous sommes frères, nous parlons des mêmes langues. Je condamne avec fermeté ces messages de haine. Et ça, c'est ma lutte. Ça, c'est la lutte de la diaspora congolaise du Rwanda. Lutter contre les messages de haine dont beaucoup de politiciens en font cheval de bataille aujourd'hui. La diaspora congolaise au Rwanda craint que le climat de méfiance dans la sous-région ne nuise au développement de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous voyez, la communauté de l'Afrique de l'Est est en train de jouer son rôle. Aujourd'hui, elle s'est mise en zone tampon entre, de l'autre côté, le FARDC et ses alliés, de l'autre côté, il y a le M23. Mais aujourd'hui, quand nous regardons comment les choses avancent sur terrain, quand nous entendons les accusations des uns des autres, nous sommes en train de voir que l'EAC est en train de perdre ses racines. Et nous craignons fort que cette communauté puisse tenir encore fort. Parce que déjà, il y a des trahisons au sein des pays même membres à cause des intérêts évidemment égoïstes. C'est que je peux leur dire, ils ont bien commencé. Il faudra que cette communauté retourne en fait dans le cadre du processus de Nairobi, dans le cadre des accords de Luanda, et qu'elle puisse pleinement jouer son rôle plutôt qu'aller tel qu'ils sont en train d'aller là aujourd'hui. L'amélioration des relations entre les pays de la sous-région pourrait permettre à l'organisation sous-régionale de mener à bonne fin les différents projets de développement et d'intégration qu'elle s'était assignés. Certains réfugiés vivant au Rwanda s'inquiètent de la réduction ou de la suppression d'une partie de l'aide habituelle qu'ils recevaient car ils estiment que cela va impacter leur vie. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, branche du Rwanda, affirme que ces changements sont dus au fait que seuls 37% des fonds des bailleurs ont pu être rassemblés et cela a des répercussions sur la réduction des moyens mis à la disposition des réfugiés et que ces derniers seront invités à travailler pour combler cet écart. Patrick Niedin nous en dit plus. Arabi s'est rendu au camp des Mahama, basé en district de Kirehe, et on constate sur place un va-et-vient ininterrompu des réfugiés, chacun vacant à ses occupations. Alors qu'en ce mois de novembre, il est prévu des changements par rapport aux allocations apportées aux réfugiés vivant au Rwanda, certaines allocations vont être complètement
supprimées et d'autres vont être réduites dans une certaine mesure. De plus, ceux qui utilisent déjà du gaz continueront à en recevoir car il est disponible dans le magasin, tandis que ceux qui ont reçu de l'argent pour acheter du bois de chauffage ne recevront pas. Et les malades qui ont été envoyés à l'extérieur des camps ne bénéficieront plus de ces services si nécessaire. La porte-parole du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, Lili Carlesi, a expliqué la principale raison de la baisse de ces allocations et de la suppression pour d'autres. Actuellement, 6% de tous les réfugiés vivant dans le camp au Rwanda ne reçoivent pas d'assistance. 3% ne peuvent pas le faire. 9% ne sont pas dans les camps, ce qui signifie qu'ils ne reçoivent rien d'autre que des soins médicaux. Les dirigeants de ces réfugiés estiment qu'un plaidoyer doit être fait pour que leur assistance soit maintenue car nombreux sont ceux qui seront affectés par cette décision ou cette suppression des fonds alloués. Entre-temps, certains réfugiés qui ont fait les pas pour avoir d'autres activités génératrices de revenus, ce qui a changé leur vie par rapport à celle antérieure des réfugiés dépendant de seules aides humanitaires. Selon le ministère en charge des réfugiés ainsi que ses partenaires, la solution durable est que ces réfugiés acceptent de se lancer dans des formations et autres programmes d'auto-éducation déjà en place. Au Rwanda, il y a 134 519 réfugiés, dont 62,2% sont des ressortissants de la République démocratique du Congo, 37,2% du Burundi et 0,5% d'autres pays. Les observateurs estiment que les pays africains doivent supprimer les restrictions au voyage sur le continent afin de développer le tourisme si important au développement de l'Afrique. Jean-Damascène Manéché. L'Afrique est souvent présentée comme un continent aux énormes potentialités touristiques, avec d'innombrables réserves naturelles. Les spécialistes du secteur touristique estiment par ailleurs que les pays du continent doivent être conscients de ces atouts et les exploiter au maximum dans une pleine collaboration. C'est en tout cas le point de vue du vice-président du Burundi, Prosper Bazombanza. Ayant conscience de l'importance du secteur du tourisme pour les économies nationales des États, il est impérieux d'établir la coopération dans le secteur du tourisme. Cependant, force est de constater que le potentiel touristique de quelques États reste largement inexploité. En outre, de synergies fondées sur de diverses initiatives telles que la promotion conjointe du tourisme, la standardisation de nos services touristiques et la gestion des ressources touristiques nous aideront tous à exploiter au mieux les potentialités du secteur touristique de nos pays. Exploiter au maximum les opportunités touristiques pour le bien des pays africains, c'est l'un des points qui ont préoccupé à Kigali pendant 3 jours le sommet mondial du voyage et du tourisme. Notre rapport montre qu'avec une vision correcte, les voyages et le tourisme pourraient augmenter le produit intérieur brut de l'Afrique de 50 milliards de dollars d'ici 2033 et créer plus de 6 millions d'emplois. S'appuyant sur l'exemple de son pays qui a supprimé les visas pour tous les ressortissants africains, le président rwandais Paul Kagame a laissé entendre que l'Afrique ne pourra jamais promouvoir le tourisme si les barrières à la libre circulation des personnes et des biens ne sont pas supprimées. Globalement, l'industrie des voyages et du tourisme s'est fortement redressée. Mais le coût élevé du transport aérien vers l'Afrique et intra-africain reste une barrière. La mise en œuvre du marché aérien unique africain est une importante priorité. Nous avons également supprimé les restrictions de visa pour les citoyens de tout pays africain, aussi bien que ceux d'autres pays. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, est d'avis que la sauvegarde de la biodiversité en Afrique doit aller de pair avec le respect et la valorisation de la culture africaine, une responsabilité première des Africains. L'Afrique devrait garantir l'accès aux ressources d'information sur les coutumes, traditions
et pratiques culturelles locales. L'Afrique devrait raconter sa propre histoire dans ses propres termes et établir un récit positif sur notre continent. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester silencieux en cette ère de fausses nouvelles. Nous devrions nous lever et mettre les pendules à l'heure. L'Afrique n'est pas seulement de l'avenir, elle l'est maintenant. Le 23e sommet mondial du voyage et du tourisme a lancé un appel aux pays africains d'adopter des stratégies adéquates pour révéler au monde entier les atouts touristiques dont regorge le continent africain. Les professionnels du tourisme se félicitent de l'augmentation constante des infrastructures nécessaires, contribuant ainsi au développement de ce secteur. Actuellement, le tourisme représente 50% du PIB du Rwanda. L'Office rwandais pour la promotion du développement donc appelle à la poursuite de cet essor pour renforcer davantage le secteur. Patrick Nilidandi. Les chiffres de l'Institut national de la statistique du Rwanda indiquent qu'au premier trimestre de cette année, les PIB, produit intérieur brut du pays, a augmenté de 9,2%, le secteur des services ayant augmenté de 13%, tandis que le revenu de seuls hôtels et restaurants a augmenté de 42%. Les conférences et autres réunions organisées par le Rwanda au cours des 6 premiers mois de cette année ont contribué à une augmentation de 44% de la contribution totale du PIB du Rwanda. Les prestataires de services touristiques se sont montrés optimistes après les reculs enregistrés par l'ensemble du secteur après la pandémie de Covid-19. Le nombre d'hôtels a augmenté et de nombreux investisseurs se lancent dans le secteur. Les hôtels ne sont plus aussi chers qu'avant et les prix sont relativement abordables. Les gens ont confiance en la destination. Les hôtels sont de plus en plus fréquentés. Au cours de l'année 2022, le secteur du tourisme a généré 445 millions de dollars américains contre 164 millions de dollars en 2021, soit une augmentation de 171,3%. Les résidents locaux vivant aux alentours des lieux touristiques apprécient les systèmes de partage des revenus qui garantit que les communautés vivant autour des parcs nationaux du pays reçoivent 10% de tous les revenus touristiques. Nous les devons au tourisme et au bon leadership de notre pays qui nous ont aidés de nombreuses manières possibles, notamment en améliorant la qualité de l'hygiène et de la propreté un peu partout dans le pays. Chaque fois que nous allons dans la ville de Musanze, les gens reconnaissent directement que nous sommes des Kinéi. Le président directeur général de Aladibi, Francis Gatare, a noté que le pays reste déterminé à stimuler les secteurs, soulignant que la politique va dans ce sens. I must remind you that Rwanda was the first country, in fact, in the world. Je voudrais vous rappeler que le Rwanda est le premier pays au monde à avoir décidé de permettre aux étrangers de n'importe quel pays d'obtenir un visa à l'aéroport. Et les Africains qui possèdent leur passeport sont autorisés à voyager, visiter et travailler au Rwanda sans aucune restriction. Cela signifie que le Rwanda accueille toute personne souhaitant le visiter ou y vivre. What all this means is that Rwanda is a welcoming country to travel to, but to live in. Les revenus touristiques du Rwanda se sont élevés à 498 millions de dollars américains en 2019, soit le revenu le plus élevé enregistré dans le secteur. Le pays vise des recettes touristiques de 600 millions de dollars américains. Aujourd'hui, merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.